Bonsoir à toutes et à tous. Cette semaine, l'actualité mondiale est marquée par la guerre en Ukraine, les tensions autour de l'Iran et du détroit d'Ormuz, la crise humanitaire au Venezuela, plusieurs décisions majeures de la Cour suprême des États-Unis, ainsi que des situations de sécurité, de santé publique et de financement en Afrique. Nous reviendrons également sur les développements en Asie, les discussions commerciales entre la Chine et l'Union européenne, les marchés énergétiques et les conséquences régionales de plusieurs crises en cours. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Aux États-Unis, la Cour suprême occupe une place centrale dans l'actualité institutionnelle. Elle valide une extension importante du pouvoir présidentiel de révocation des dirigeants d'agences fédérales indépendantes, tout en laissant la gouverneure de la Réserve fédérale, Lisa Cook, en poste pour le moment. Cette décision concerne directement Donald Trump, la Cour suprême et la Réserve fédérale. La Cour suprême annule également les limites imposées aux dépenses coordonnées entre partis politiques et candidats aux élections fédérales. Cette décision porte sur une loi électorale fédérale vieille de plus de 50 ans. Sur la citoyenneté, la Cour suprême confirme une conception large de la citoyenneté par le sol. Elle rejette le décret de Donald Trump qui voulait exclure de la citoyenneté américaine certains enfants nés aux États-Unis de parents en situation irrégulière ou temporaire. La Cour suprême accepte également d'examiner un recours républicain visant à appliquer des lois électorales strictes en Arizona. Ces lois comprennent des exigences liées à la preuve de citoyenneté pour certains scrutins. Toujours sur le terrain électoral, la Cour suprême juge que les États peuvent compter des bulletins envoyés par courrier arrivés après le jour du vote, à condition qu'ils soient oblitérés à temps selon les règles concernées. Autre dossier institutionnel, la Cour suprême refuse de permettre à Donald Trump de révoquer immédiatement Shira Perlmutter, directrice du Copyright Office. Elle laisse ainsi en place une décision de juridiction inférieure pendant la poursuite du contentieux. La Cour suprême valide aussi des lois d'État interdisant aux filles et femmes transgenres de participer à des équipes sportives scolaires féminines. Reuters rapporte par ailleurs que la Cour suprême utilise de façon accrue son rôle d'urgence, appelé shadow docket, pour rendre des décisions importantes sans procédure complète d'audience et d'opinion détaillée. Le sujet divise les juges et suscite des critiques sur la transparence de cette pratique. Dans le domaine de la santé publique, l'administration Trump propose une règle visant à empêcher certains hôpitaux d'appliquer des majorations sur des médicaments à prix réduit pour les patients Medicare. L'administration estime que cette mesure pourrait générer 1,1 milliard de dollars d'économies pour les consommateurs l'année suivante. Enfin, la chaleur extrême perturbe les célébrations du 250e anniversaire des États-Unis. Des adaptations, des annulations ou des mesures de sécurité sont mises en place pendant la montée en puissance des festivités. Voici l'actualité du continent européen. En Europe, l'actualité reste dominée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le Kremlin affirme que la position russe sur les conditions d'un accord de paix avec l'Ukraine n'a pas changé depuis 2024. Reuters rapporte également une pression militaire russe accrue autour de la ceinture fortifiée ukrainienne dans l'est de l'Ukraine. À Kiev, une attaque russe majeure menée avec des missiles et des drones provoque des morts, des blessés et d'importants dégâts dans la capitale ukrainienne. Après cette attaque, le Kremlin déclare que la Russie continuera d'accroître la pression sur l'Ukraine afin d'atteindre ses objectifs. Le porte-parole Dmitry Peskov défend cette position après la frappe. Kiev observe ensuite une journée de deuil après l'attaque russe la plus meurtrière de l'année contre la capitale ukrainienne. Le bilan fait état d'au moins 30 morts et 92 blessés, tandis que les secouristes poursuivent les recherches dans les décombres. De nouvelles attaques russes nocturnes tuent également 4 personnes et blessent 10 autres en Ukraine, selon des responsables ukrainiens. Sur le plan du soutien européen, l'Union européenne transfère 3,9 milliards d'euros à l'Ukraine dans le cadre d'un prêt destiné au financement de drones, selon la Commission européenne. L'OTAN doit réaffirmer à Ankara son engagement envers la défense collective. Le texte évoque également un soutien militaire à l'Ukraine et la Russie comme menace persistante pour la sécurité euro-atlantique. Les dirigeants de l'OTAN concernés incluent Donald Trump et les alliés européens. En Belgique, Euroclear engage une action en justice contre la Banque centrale russe afin d'empêcher l'exécution d'une décision russe réclamant 220 milliards d'euros de dommages liés au gel d'avoirs russes sous sanctions européennes. Enfin, en Europe du Sud-Est, l'Italie et plusieurs pays des Balkans sont touchés par une forte vague de chaleur. Des alertes rouges sont signalées en Italie, tandis que des incendies sont rapportés en Croatie. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? En Afrique, le Soudan figure parmi les principaux dossiers de la semaine.
le Conseil des droits de l'homme de l'ONU décide de tenir un débat urgent sur la situation à Al-Obeid, après des alertes faisant état d'un risque d'escalade du conflit autour de la ville. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, alerte ensuite sur une catastrophe humanitaire et des droits humains autour d'Al-Obeid. Cette situation s'inscrit dans le contexte du conflit entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. En République démocratique du Congo, une hausse des cas confirmés d'Ebola. Les données gouvernementales font état de 1502 cas confirmés, dont 473 décès. L'épidémie concerne notamment les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. L'ONU estime par ailleurs qu'une flambée d'Ebola, liée à la souche Bundibugyo, pourrait coûter jusqu'à 3,6 milliards de dollars à l'Afrique et entraîner 328 000 pertes d'emplois. Les pays concernés incluent la République démocratique du Congo et l'Ouganda. En Afrique du Sud, des manifestations anti-migrants ont lieu dans plusieurs villes. Reuters rapporte des marches nationales, des fermetures d'activités, des violences, des pillages et des affrontements avec la police. L'Afrique du Sud déploie ensuite 3 405 militaires pour soutenir la police pendant ces manifestations anti-migrants. Le coût estimé de ce déploiement est de 54,6 millions de rands. Sur le plan économique, l'Éthiopie conclut un accord préliminaire avec des créanciers pour restructurer un eurobond en défaut d'1 milliard de dollars. L'accord prévoit notamment un nouveau titre de 880 millions de dollars, ainsi que le paiement d'intérêts manqués. Au Nigeria, la Banque mondiale approuve une stratégie de partenariat pour la période 2026 à 2032, accompagnée de 1,25 milliard de dollars de financement. Ce financement doit soutenir l'emploi, l'investissement privé, l'énergie, le numérique et les services agricoles. Au Kenya, plusieurs banques africaines cherchent à se renforcer sur le marché bancaire local, attirées par les profits du secteur, mais font face à des concurrents kenyans bien établis. En Afrique du Sud, le rand reste stable avant la publication de données économiques locales de fin de mois. Le rand sud-africain progresse légèrement face à un dollar plus faible, alors que les investisseurs attendent les données américaines sur l'emploi non agricole. Enfin, le distributeur sud-africain Pick n Pay lance un assistant d'achat alimentaire utilisant l'intelligence artificielle. Cet outil permet aux clients de composer des commandes par voix, texte ou image. Concernant l'Amérique latine, En Amérique latine, le Venezuela reste au centre de l'actualité, après 2 puissants séismes dans l'état de la Guaira. Les recherches se poursuivent après 2 séismes de magnitude 7,2 et 7,5. Reuters rapporte un bilan d'au moins 1943 morts, avec des dizaines de milliers de personnes portées disparues ou affectées. Le système de santé vénézuélien est proche de la saturation. Des organisations humanitaires alertent sur des hôpitaux touchés, des déplacés et un risque de propagation de maladies. À La Guaira, des familles recherchent des Vénézuéliens récemment déportés des États-Unis après l'effondrement d'un hôtel. L'hôtel hébergeait environ 140 déportés au moment des séismes. Les secours se poursuivent également avec une forte mobilisation civile. Les citoyens prennent une place importante dans les opérations de secours, dans un contexte d'accusation de lenteur de l'aide officielle et de vols impliquant des membres des forces de sécurité. De jeunes survivants organisent également des abris d'urgence et participent à la gestion de l'aide aux personnes déplacées. Les pertes économiques liées au séisme sont estimées à plus de 10 milliards de dollars par Verisk. À La Guaira, un agent de sécurité de 44 ans, Hernán Alberto Gil, est extrait vivant des décombres d'un centre commercial, près de 8 jours après les séismes. L'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado affirme vouloir retourner au Venezuela pour aider les victimes des séismes. Enfin, en Argentine, le projet d'autoriser des entreprises pilotées par intelligence artificielle reste confronté à la nécessité d'une intervention humaine, notamment pour les responsabilités juridiques et l'administrative. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. En Asie, les tensions entre Taïwan et la Chine se manifestent également dans le domaine maritime. Taïwan indique que ses navires doivent ignorer les demandes d'arraisonnement ou d'inspection de la garde côtière chinoise au large de sa côte est. Les gardes-côtes taïwanais précisent pouvoir intervenir si nécessaire. En Chine, les relations commerciales avec l'Union européenne sont abordées à Bruxelles. Le commissaire européen au commerce Maros Šefčovič et le ministre chinois du commerce Wang Wentao discutent des tensions commerciales, du déséquilibre commercial, des contrôles à l'exportation, des terres rares, de la propriété intellectuelle et des réformes de l'OMC. Toujours en Chine, la faiblesse de la demande intérieure parmi les facteurs pesant sur les prix du pétrole.
Ce contexte est également marqué par les discussions entre les États-Unis et l'Iran, ainsi que par la reprise du trafic dans le détroit d'Ormuz. Des raffineurs indépendants chinois achètent davantage de pétrole moyen-oriental à prix réduit, dans un contexte de hausse de l'offre après la réouverture du détroit d'Ormuz et la baisse des prix. Au Myanmar, les autorités prévoient de relancer le projet controversé de barrage de Myetsun. Ce projet est soutenu par la Chine et estimé initialement à 3,6 milliards de dollars. Au Kazakhstan, une nouvelle constitution entre en vigueur. Elle introduit notamment une vice-présidence, une réduction du Parlement et une élection législative anticipée prévue en août. Enfin, en Nouvelle-Zélande, le Fonds monétaire international estime que la reprise économique est retardée et que l'inflation devrait rester au-dessus de l'objectif. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Au Moyen-Orient, les relations entre les États-Unis, l'Iran et le Qatar structurent une grande partie de l'actualité. Des médiateurs mettent en place des canaux de désescalade avant des discussions entre les États-Unis et l'Iran. L'Iran affirme ensuite qu'il ne rencontrera pas les émissaires américains présents dans la région, malgré une médiation menée au Qatar. Cette position assombrit les perspectives d'un accord durable après le cessez-le-feu. Le dossier comprend également la question de la réouverture du détroit d'Ormuz. À Doha, les États-Unis et l'Iran concluent une série de discussions indirectes centrées sur le détroit d'Ormuz et le dégel de fonds iraniens, sans progrès significatif vers un accord de paix durable. Reuters rapporte ensuite que les discussions indirectes entre les États-Unis et l'Iran à Doha montrent peu d'avancées. Les échanges portent notamment sur le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz et sur les avoirs iraniens. Dans le même contexte régional, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, avertit que l'Iran répondra immédiatement à toute menace contre son peuple ou ses dirigeants, après des propos du ministre israélien de la Défense, Israel Katz. Un accord sécuritaire entre Israël et le Liban, liant un retrait israélien du sud du Liban au désarmement du Hezbollah, suscite des critiques et pourrait renforcer une situation de blocage. Au Liban, des responsables, dont Nabi Berri, critiquent l'accord négocié autour d'Israël, du Liban et du Hezbollah, en soulignant les risques de tensions internes. En Iran, le corps de l'ayatollah Ali Khamenei est exposé à Téhéran au début d'une semaine de cérémonie funéraire, après sa mort dans une frappe américaine et israélienne. Dans le détroit d'Ormuz, un navire de CMA-CGM touché par un missile pourrait être envoyé à la casse, selon le directeur général du groupe. Plusieurs membres d'équipage ont été blessés et évacués. Dans le Golfe, la plupart des marchés boursiers terminent en baisse après l'absence d'avancées majeures dans les négociations indirectes entre les États-Unis et l'Iran. L'indice saoudien et celui de Dubaï reculent de 0,3%. Tandis que l'indice qatari baisse de 0,8%. Enfin, les exportations pétrolières du Golfe bondissent en juin, portées notamment par des flux records des Émirats arabes unis après l'accord États-Unis-Iran et la réouverture du détroit d'Ormuz. Pour ne rien rater de la suite, abonnez-vous.